Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 372 du podcast Jean Actu Alain Maté. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la semaine NFL. À mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut Alain, salut à tous. Raphaël, on est réunis tous les deux, je crois que c'est la troisième fois cette année. Je crois que Grégory a peut-être vécu une semaine un peu difficile. Officiellement, son forfait est pas lié à ça, mais bon, on commence à voir quand même qu'il disparaît après chaque grosse défaite. Il y a une tendance qui s'affirme. Bon, ce ne sera pas le sujet principal, on peut rassurer déjà Grégory s'il nous écoute. Les Steelers et les Buccaneers sont-ils les nouveaux favoris de la saison ? Ce sera une des principales questions de cette émission. Les Cowboys sont-ils le pire chantier de la ligue ? Ça, on regardera plus bas dans les niveaux de jeu. La défense des Seahawks qui ne peut toujours arrêter personne, on va en parler aussi. Beaucoup de belles choses dans ce débrief et on commence sans plus attendre. Hi, it's Navarro Bowman from the 49ers, and you listen to the Touchdown Podcast. Titans 24, Steelers 27. Les Steelers menaient 27-7 dans le troisième quart. Ils se sont fait peur puisque les Titans ont manqué le field goal de l'égalisation en fin de match. Raphaël, est-ce que ce petit coup de mou de fin rend moins impressionnant la démonstration du début ? Elle a tendance peut-être un peu à la nuancer, notamment parce que au final, je trouve que ce coup de mou continue de peut-être montrer ce qui pour le moment est pas le point faible. Je dirais pas jusqu'à dire le point faible des Steelers, mais ce qui est peut-être le moins convaincant, c'est-à-dire son attaque. C'est aussi parce que l'attaque se met un peu à caler, qu'il y a ces turnovers de Big Ben qui donnent l'opportunité aux Titans de revenir progressivement. Donc c'est peut-être en ça où on peut voir un petit bémol. Après, pendant 3 quarts temps, on a quand même une prestation assez complète des Steelers, assez convaincante en attaque, en défense, et qui laisse présager quand même de belles choses jusqu'à la fin de saison. Je suis pas loin de penser que c'est la meilleure équipe NFL actuellement. J'hésite à le dire parce que c'est embêtant de dire ça quand t'as pas un des top quarterbacks de la ligue. Ben Roethlisberger était un des très bons quarterbacks de la ligue par le passé. Maintenant, c'est un quarterback plus gestionnaire, vétéran, expérience, etc. Mais dans les faits, il y a une défense hyper agressive, qui est la meilleure sur les yards encaissés, qui est la meilleure sur les sacs. Il y a quand même des receveurs à non plus finir en attaque. C'est une équipe de vétérans. Ils sont à 13/18 sur 3e tentative. Pour moi, je trouve que ça montre quand même l'expérience aussi de cette équipe. Ouais, alors tu vois, cette stat-là, pour moi, on la voit vers à moitié plein ou vers à moitié vide. C'est 13/18, c'est positif parce que tu convertis tes third down. Maintenant, 18 troisième tentative, ça veut aussi dire que ton attaque, elle a du mal à convertir avant, qu'elle est souvent bloquée en première, deuxième. Donc, moi, je la... Bon. Mais je trouve qu'elle illustre bien aussi un peu les quelques doutes que certains ont encore sur l'attaque des Steelers, c'est-à-dire un Big Ben qui est peut-être pas aussi tranchant qu'avant. Donc ça passe en attaque, mais ça passe un peu moins facilement que par le passé, quoi. Oui, parce que c'est vrai que c'est encore une fois, c'est dur de remettre en cause Big Ben, mais le fait est qu'il est un vétéran aujourd'hui, parce qu'au niveau du reste de l'attaque, la ligne, par exemple, fait suffisamment de boulot pour donner l'impression que James Conner est un bon coureur, alors que c'est pas forcément non plus un des top coureurs de la ligue. Ouais. Donc il y a le matos autour. J'ai envie de penser que si Roethlisberger monte en puissance, encore une fois, il revient d'une saison quasi blanche pour blessure, ils sont à 6-0. Tu vois, en prenant le rythme, ils sont quand même pas très très loin de titiller les meilleurs, quoi. Oui, non, je te rejoins complètement. Je pense que ça va être sans doute le facteur X des Steelers d'ici la fin de saison. C'est la capacité de Roethlisberger à élever son niveau de jeu, je dirais pas limiter les erreurs parce que ça a toujours été un quarterback qui faisait quelques erreurs. Donc, bon, tu joues avec. Mais en tout cas, à monter de niveau, à peut-être être un peu plus tranchant, notamment dans les lancers aux profondeurs où cette année il est très peu utilisé sur les passes en profondeur, alors que par le passé c'était le cas. Là, on en voit beaucoup moins, beaucoup plus de passes courtes, passes intermédiaires.
voilà, je pense que cette capacité de Big Ben à aller au-delà d'ici la fin de saison, ça peut être vraiment le facteur X des Steelers d'ici la fin d'année. Je suis curieux, si demain ils jouaient les Chiefs, tu prends qui ? Tu pronostiques les Chiefs ? Moi, je continue à penser que les Chiefs sont la meilleure équipe de la ligue, mais... Oui, je pense aussi parce qu'il y a cette capacité à dynamiter vraiment les matchs sur quelques actions, et même face à une très 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 bonne défense des Steelers, on a vu que les Titans par exemple, là, ont fini par trouver quelques ouvertures. Ouais. Donc oui, mais encore une fois, quoi, je suis... Non, mais moi, ils font... C'est juste derrière, c'est au-dessus de Baltimore par exemple pour moi. À l'heure actuelle, ouais, ça s'entend. Ouais, ils sont plus costauds en défense. Ils sont pas moins bons en attaque. Je sais pas s'ils sont vraiment meilleurs en attaque, mais en tout cas, je les trouve pas moins bons. Donc, on sera vite fixé d'ailleurs, ils s'affrontent la semaine prochaine. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Ceci étant dit, donc les Titans ont perdu, mais je suis pas inquiet non plus pour les Titans. On rappelle qu'ils jouaient quand même leur 3e match en 13 jours. Ils avaient une longue coupure Covid. C'est un rythme un peu étrange pour eux. Et puis ils ont montré aussi en deuxième mi-temps qu'ils ont quand même beaucoup d'armes. Oui, ils ont des armes. Comme tu dis, c'est pas une défaite. Ce qui est de plus inquiétant, surtout qu'on n'en parle pas tant que ça, mais au final, les Steelers défendent aussi très bien la course. Donc on oublie de le mentionner, mais c'est une des meilleures défenses contre la course. On parle plus souvent du pass rush, tout ça. Du coup, c'est vrai qu'on a une équipe des Titans qui a eu un peu plus de difficultés à établir son jeu au sol, et on sait à quel point c'est important pour eux, que ce soit dans la capacité de faire avancer Derrick Henry, ou même ce qui leur permet de faire beaucoup de play action. Là, ils ont été beaucoup moins efficaces là-dessus, parce qu'il n'y avait pas vraiment de menace au sol sur ce match. En tout cas, difficilement la poser pendant 3/4 temps. Donc c'est pas ultra inquiétant. Il y a toujours ce problème de kicker qu'ils ont depuis 2 saisons à Tennessee. C'est pas la première fois en 2 ans qu'ils ratent un kick de l'égalisation. Ils ont beau changer, ça reste assez compliqué de ce niveau-là. Bon, voilà. Comme tu dis, 3 matchs en 13 jours, c'est beaucoup quand même pour une équipe. Donc faut attendre de voir. J'ai rien vu d'alarmant en tout cas. Oui, non, moi encore une fois, je suis vraiment pas. C'est une équipe offensive, leur défense est plutôt faible. C'est aussi pour ça qu'ils perdent ce match. Je pense qu'offensivement, ils n'ont pas grand chose à envier à qui que ce soit. Quand t'as Derrick Henry, Tannehill qui quand même continue de confirmer sa bonne saison de l'an dernier, A.J. Brown qui a 6 réceptions pour 153 yards et un touchdown. Donc je trouve qu'ils ont le matos pour le coup pour jouer avec n'importe qui en attaque. C'est leur défense qui est un peu comme beaucoup d'équipes d'ailleurs dans la ligue en ce moment, qui ont des très belles attaques et une défense un peu incertaine. Mais voilà, si la défense fait les minima, c'est une des toutes meilleures équipes de l'AFC, et je pense pas que ce match remette ça en cause du tout. Ouais, non, comme tu dis, c'est un des vrais prétendants en AFC au play-off assurément, et pourquoi pas plus à mon sens. Voilà, la défense a encore beaucoup en rodage. Je trouve que ça manque un peu de capacité à vraiment créer des turnovers, à mettre le pass rush adverse, parce qu'ils perdent peu de ballons, mais ils en gagnent pas non plus énormément. J'ai l'impression que ça fait des années d'ailleurs qu'on dit que cette défense de Tennessee elle manque d'un vrai playmaker, d'un leader, de quelque chose. Ça fait clairement un petit moment, en dehors de leur safety Kevin Byard, qui lui a cette capacité à créer des interceptions, tout ça. C'est vrai que derrière, c'est peut-être un peu plus limité à ce niveau-là. Donc, bon, à travailler. Après, déjà, rien que le fait que, même malgré cette défaite, cette équipe de Tennessee soit maintenant une sorte de patron incontesté de l'AFC Sud, c'est déjà un progrès, parce que c'était une division qui était quand même très incertaine ces dernières années, et dont les Texans sont tenants du titre, d'ailleurs, depuis même 2 ans de suite, je crois. Ils ont fait 2 années de suite, Donc déjà, ça, c'est important pour eux. Donc, encore une fois, c'est pas une défaite qui est infamante. En parlant de défaite infamante, Washington 25, Cowboys 3, un match de la NFCS dans les affiches de la semaine, c'est possible. Washington est 2e de la division après cette victoire, devant Dallas. Je suis pas sûr qu'on aurait pensé dire ça après 7 semaines de compétition. Alors il n'y a pas eu de match, et c'est pour ça qu'on veut en parler. Raphaël, à quel niveau de crise on est à Dallas sur une échelle de 1 à 10? Je trouve qu'on commence gentiment à s'approcher du 8. Ouais. Je trouve, parce que entre ce qui est montré sur le terrain, les échos qu'il y a en dehors du terrain, les problèmes de vestiaire, McCarthy qui semble déjà avoir perdu son vestiaire après 7 semaines, c'est quand même très très compliqué. Et puis on voit que le message des coachs n'a pas l'air de passer. Enfin, la défense trouve pas Mike Nolan, le coordinateur défensif, trouve pas la clé avec son équipe. Il n'arrive pas à les faire vraiment progresser. Il y avait un tout petit peu de mieux, mais en même temps, le petit peu de mieux qu'il y a sur ce match, c'est face à l'attaque des Redskins, qui est quand même très très limité. Donc, non, c'est tout bonnement inquiétant. Alors, sur le terrain d'abord,
6 sacs pour Washington, Andy Dalton commotionné sur un plaquage très sale de John Bostic, Ben DiNucci qui se retrouve quarterback. Alors moi je vais pas mentir, je ne le connaissais pas avant cette soirée. Hein. Oui, non, pareil, j'avoue que... Et Ezekiel Elliott qui a l'air ailleurs, qui est encore maintenu sous les 50 yards, je crois que c'était la 3e fois en 5 semaines si je dis pas de bêtises. La défense qui est quand même plutôt ailleurs en général aussi, puisque prendre 25 points contre Washington c'est quand même déjà pas mal. Déjà sur le terrain, avant de rentrer dans les histoires de Mike McCarthy, qu'est-ce qu'il y a à sauver en fait ? Est-ce que Dak Prescott était si fort que ça qu'il arrivait à masquer tout ça, ou alors est-ce que c'est son départ qui a aussi fait sauter tout le reste ? Parce que la ligne offensive a plein de problèmes, il y a beaucoup de blessures notamment. Ezekiel Elliott a plus l'air d'être dedans. Enfin, j'ai l'impression qu'il tenait l'ensemble. Ouais, c'est en tout cas offensivement depuis le début de cette saison, il avait l'air d'être un peu le ciment de tout ça qui permettait à toutes les briques de plus ou moins tenir ensemble, même s'il y avait déjà des petits problèmes sur la ligne offensive, déjà Ezekiel Elliott pas forcément tip top, mais après comme tu dis, je pense qu'il y a quand même une part psychologique où à partir du moment où lui se pète, que le vestiaire est déjà moyennement chaud sur Mike McCarthy et que peut-être qu'inconsciemment ils se disent tous bon bah c'est bon, allez, saison finie, on passe à autre chose. Peut-être que le tout dans le tout fait que t'as ce craquage. Donc effectivement, en attaque, à part un ou deux receveurs, il n'y a plus grand-chose pour le moment à sauver. Parce que tu vois, sur le papier, est-ce que Dallas, avant ce match où ils prennent une correction, avait un moins bon effectif que Washington ? Même avec Andy Dalton et t'as quand même 3 receveurs de haut niveau. Non, pas tellement. Oui, ça se. En attaque, il est même meilleur. Je trouve leur effectif était meilleur en attaque. En défense, il y a quand même débat parce que le front seven il y a un meilleur front seven à Washington. Le front seven de Washington est quand même meilleur, mais non, effectivement, en tout cas, la différence d'effectif est pas sur du 25-3 en résultat final, quoi. Voilà. Le hors-terrain, donc tu l'as dit, Andy Dalton prend un plaquage sale, j'avoue que je fais pas gaffe sur le moment, apparemment personne ne bouge vraiment, et Mike McCarthy s'en prend à ses joueurs en conférence de presse en disant « j'aurais bien aimé qu'ils défendent, il n'y a pas de solidarité, etc. » Bon, alors, outre l'appel à la bagarre, qui m'a un peu surpris sur le début, parce que si c'est un moment pour bouger tes joueurs, j'avoue que c'était pas à ça que j'aurais pensé tout de suite, genre il fallait aller vous castagner avec les mecs d'en face. Peut-être que les mecs sont pas bêtes et qu'ils ont vu ce qui arrivait à Myles Garrett et tous les autres quand il y a eu la grosse baston avec les Steelers, c'est qu'ils voulaient pas de suspension. Mais au-delà de ça montre quelque chose, quoi. Il s'en prend publiquement à eux. Et ça a pas l'air. Alors il y a déjà des témoignages anonymes, je sais plus si c'était sur ESPN, de joueurs qui disent que McCarthy aurait plus ou moins perdu le vestiaire, ou en tout cas que ça passe pas. C'est dingue, quoi. Il est là depuis 7 matchs. Ça fait 7 semaines. Ouais. Et ça a l'air déjà pire que sa fin de règne à Green Bay, qui était déjà pas glorieuse, quoi. Bah c'est ça le problème, c'est qu'on pouvait se dire qu'avec un an de pause, peut-être que Mike McCarthy était revenu avec des idées un peu neuves, avait fait un peu son autocritique, son introspection sur son coaching et les dernières années à Green Bay. Visiblement, c'est pas tellement le cas vu comment ça saute déjà dans tous les sens du côté de Dallas. Alors, à sa décharge, j'ai envie de dire peut-être que, mine de rien, le fait de ne pas avoir une vraie pré-saison où tu vois les mecs, peut-être que ça te permet pas tout de suite de créer une vraie osmose. Mais en même temps, quand tu vois ce que fait un Matt Rhule à Carolina, voilà, qui a l'air d'avoir créé quelque chose avec son groupe, bah, c'est pas le cas en tout cas de Mike McCarthy, donc c'est en même temps un peu de sa faute, mais non, c'est compliqué assurément. Tu penses, là on est dans la vie totalement subjectif, mais tu penses qu'ils peuvent le faire sauter dès la première saison ou dès la fin de la première saison ? Bah, je serais pas hyper surpris, moi. Enfin, après voilà, c'est toujours dur quand on n'est pas, on voit pas les réunions entre Jones et McCarthy, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la chose, mais moi j'ai toujours tendance à penser que quand tu te rends compte d'une erreur, faut arrêter le carnage tout de suite plutôt que de persister. Clairement. Et manifestement, ça semble ne pas marcher. Donc. Je regardais s'il avait déjà, parce que Jason Garrett est resté très longtemps. Je me demandais si Jerry Jones avait déjà viré des coachs assez vite. C'est quand même déjà arrivé. 98-99, John Gailey est resté 2 saisons. Dave Campo est resté de 2000 à 2002. Et Bill Parcells est resté de 2003-2006. Bon, c'est pas... Et Wade Phillips derrière, 2007-2010. Donc on était sur des 3 ans. Et John Gailey, par contre, beaucoup plus court. Donc voilà, pourquoi pas. Ça peut être
ça peut être comment dire, envisageable. C'est envisageable. S'il a vraiment perdu son vestiaire, c'est totalement envisageable même, parce que... Alors, d'autant qu'il y avait quand même l'exemple inverse en face, parce que tu as cité Matt Rhule, mais il y a aussi Ron Rivera qui est arrivé pendant l'intersaison, et Washington est quasiment quand même l'anti-Dallas. Nouveau coach, effectif, on va pas se mentir, en dehors du front seven défensif assez naze, mais ils se battent comme des fous, et ils arrachent ce match. C'est quand même assez impressionnant. Avant ce match, alors encore une fois, ils sont bien aidés par la défense de Dallas. Aucun joueur de Washington n'avait gagné au moins 60 yards au sol sur un match. Et dans ce match, Antonio Gibson en a gagné 128 en 20 courses. 208 yards au sol au total pour Washington. Donc ils sont arrivés avec un vrai esprit d'être percutant au sol et de défendre férocement. Et encore une fois, c'est l'anti-Dallas, quoi. Ils bricolent vraiment, mais avec du cœur. Ouais, c'est ça. C'est l'avantage d'un coach comme Ron Rivera. Je pense qu'il est peut-être un peu limité pour faire de ta franchise une dynastie et gagner plusieurs titres. Maintenant, je pense qu'il fait partie de ces coachs qui arrivent à poser des fondations assez solides et sereines dans un club et dans une franchise, à ramener un peu de sérieux. Et clairement, c'est ce qu'il est en train de faire, et ça fait un peu de bien à Washington, qui n'a pas toujours été très, très solide au niveau des fondations. Donc s'il arrive déjà à faire ça, ça sera un sacré gros chantier qu'il aura réussi. Comme tu dis, le plan de jeu était un peu facilité parce que tu sais que la défense de Dallas, tu pouvais l'attaquer au sol comme ça, donc ils se sont pas privés, ils l'ont bien fait, tant mieux. Après, bon, ça reste limité, mais en tout cas, c'est quand même un signe que leurs 2 victoires soient face aux Eagles et aux Cowboys. Je trouve que c'est un signe, mine de rien, que leurs 2 victoires soient face aux équipes inconstantes de la NFC Est. Il y a quand même, ça veut dire quelque chose. Bon, on verra jusqu'où il peut aller comme ça dans cette division, parce que... Après, moi je le dis depuis l'intersaison, mais il y a une base défensive qui me plaît. Moi, si là l'intersaison il blinde en defensive back, que ce soit à la draft ou une ou deux bonnes affaires free agency et tout, là ils ont 6 sacs, 2 sacs pour Montez Sweat notamment. Moi j'aime bien ce que je vois en défense, quoi, sur cette équipe de Washington. Oui, ouais. Non, et après j'allais dire, est-ce qu'ils ont vraiment une chance dans cette division ? Moi je pense pas, parce que c'est tellement faible en attaque. Que voilà, ils pourront pas courir comme ça toutes les semaines, Kyle Allen ne sera pas dans d'aussi bonnes conditions toutes les semaines. Mais si tu prends l'idée que tu es dans un projet sur 1 ou 2 ans de reconstruction, là tu as une belle assise défensive. Ça peut déjà pas mal aider une franchise, quoi, si tu mets ce qu'il faut de defensive back derrière, et puis qu'éventuellement tu arrives à trouver un quarterback dans les 1 ou 2 ans. Ça peut être pas mal. Oui, ça peut être pas mal, il y a des éléments. Après, tu sais, la division, pour peu qu'un Vance se blesse comme d'habitude, t'es pas si loin. Enfin, techniquement, moi, je serais plus étonné de rien dans cette division. Ouais. Disons que Vance en bonne santé, je me dis que... Bon, normalement, les Eagles sont... là, ça semble tendre les bras à Philadelphie. Et en même temps, quand c'est trop évident pour Philadelphie, ça finit rarement bien. Donc, Aussi, oui. Faut faire attention à ça. Mais en tout cas, faut saluer Washington autant que ceux dont on a parlé pour Dallas. On termine les affiches de la semaine avec Cardinals 37, Seahawks 34, une orgie offensive avec 1091 yards au total. Les Cardinals n'ont jamais mené avant de marquer le field goal de la gagne en prolongation. Est-ce que les Cardinals font leur entrée dans la cour des grands, Raphaël, en faisant tomber des Seahawks qui étaient invaincus? Cour des grands, je sais pas, mais en tout cas ils s'en rapprochent, ils tapent clairement à la porte, parce que c'est pour moi ce match, et notamment la capacité des Cardinals à l'emporter sans avoir mené, à avoir profité de certaines erreurs des Seahawks. C'est un petit peu ce qui fait passer une équipe dans équipe moyenne à bonne équipe, c'est cette capacité vraiment à profiter de ça, à forcer ses erreurs et à les bonifier. C'était pas donné, parce que toute une partie du match, au contraire presque, les Cardinals ne profitaient pas assez des erreurs de Seattle pendant un long moment, et puis ça s'est décanté, on va dire, dans le 4e quart-temps et en prolongation. Donc oui, ils deviennent des prétendants vraiment intéressants dans la course aux playoffs en NFC, et notamment en NFC West, ouais. Leur attaque a fait un gros match, mais quand même il faut saluer leur défense. Ils ont perdu Chandler Jones il y a 2 semaines. Là il y a un Buda Baker maintenant qui est un leader assez incroyable. Il fait la différence, quoi. Il est partout. Alors c'est l'interception décisive est pour Isaiah Simmons, ce qui fait plaisir parce que c'est un rookie qui a eu un début de saison discret. Mais Buda Baker maintenant c'est le patron, quoi. Oui, c'est le patron de cette défense, clairement. Il est vraiment... il fait partie de ces safeties très polyvalents qui sont capables de aussi bien défendre contre la course que la passe, qui ont en plus une sorte de
je saurais pas, enfin comment le décrire, mais de capacité à sentir un peu le jeu et à être au bon moment, au bon endroit pour capter. Enfin voilà, je trouve qu'il a une sorte d'un peu vraiment de QI football, on va dire ça comme ça, vraiment important. Donc cette défense, on avait besoin d'un joueur de ce niveau-là, parce que ces 2-3 dernières années, en dehors de Patrick Peterson et de Chandler Jones, tu manquais peut-être un peu d'autres joueurs pour élever le niveau. Donc c'est pas mal. Peterson aussi fait un bon match, hein. Il a plutôt... Il a plus été sur DK Metcalf, il l'a bien défendu en général, ce qui a permis d'ailleurs à Taylor Lockett de se faire plaisir sur les autres parties du terrain. Oui, 200 yards pour Lockett. Ouais, qui a été absolument monstrueux avec des réceptions assez incroyables. Donc non, en tout cas, belle défense d'Arizona qui a su faire les big plays au bon moment, parce qu'ils encaissent quand même 34 points, donc on va pas dire que la prestation est totalement parfaite à ce niveau-là, mais bon. Oui, ça commence à être pas mal. Alors en effet, on a parlé du bon jeu de la défense, aussi bon que ça puisse être quand on est dans un match à plus de milliards. C'est-à-dire qu'il y a quand même, au niveau de la stat, il y a de quoi faire. Wilson, par exemple, c'est 388 yards à la passe, 3 touchdowns, 3 interceptions, et meilleur coureur de son équipe avec 84 yards au sol. Kyler Murray, c'est 360 yards à la passe, 3 touchdowns, 1 interception, meilleur coureur de son équipe avec 60 yards au sol et un touchdown au sol. Donc... à eux deux, du coup, je crois qu'ils font quasiment 900 yards. Enfin, tu vois, ouais, ils comptent pour 900 yards. Les Seahawks menaient 10 points dans le dernier quart-temps quand même. Wilson a fait quelques erreurs. Mais j'ai envie de dire que le problème, c'est pas tant ça, c'est que leur défense n'arrête toujours rien. Donc, il peut pas faire la moindre erreur, quoi. Oui, c'est ça. Ça va être problématique. Le problème, c'est clairement pas les erreurs de Wilson. Plus c'était la première fois j'ai vu la stat depuis 2017 qu'il n'avait pas fait un match à plus de 2 interceptions. Enfin bref, ça lui arrive clairement pas tous les jours en plus. Donc, comme tu dis, c'est la défense de Seattle à l'heure actuelle le gros problème de cette équipe, et qui la limite pour viser très haut en fin de saison, assurément. Enfin, la stat est quand même assez parlante. Kyler Murray, il a été mis sous pression sur seulement 3% des snaps joués. Enfin, à partir de ce niveau-là, tu peux même avoir les Seahawks pourraient même avoir des très grands cornerbacks, qu'à partir du moment où le pass rush ne met aussi peu la pression sur le quarterback adverse, enfin, tu peux rien faire. Et donc là, c'est vraiment trop limité. Il faut que Seattle aille chercher un pass rusher avant la trade deadline. Enfin, il faut qu'il trouve quelqu'un qui essaye d'amener un peu de solution là-dessus, parce que c'est une catastrophe à ce niveau-là. Et ça explique totalement la défaite de Seattle pour moi. Elle se joue là, hein, sur l'incapacité à mettre Kyler Murray en difficulté. Il faut passer des coups de fil à toutes les équipes qui ont des pass rushers disponibles, clairement. Oui. Enfin, c'est... parce que ils prennent 479 yards par match. C'est 50 yards de plus que l'avant-dernière équipe au classement. Ah oui, non, mais c'est délirant. Ils prennent 50 yards de plus que la 31e défense de la ligue. Donc... C'est vraiment un carnage, quoi. Et Wilson lance 50 passes, donc forcément qu'il va y avoir des erreurs. Ah ben c'est sûr que à ce niveau-là, le bilan de 5-1 est très généreux avec Seattle, avec une telle défense. Objectivement, l'équipe devrait même pas être à 5 victoires avec une telle défense. Heureusement que de l'autre côté du ballon, il y a tellement d'atouts à l'heure actuelle chez Seattle, chez les Seahawks, en attaque, que ça permet de combler. Mais comme tu dis, quand le jeu va devenir un peu plus rugueux en play-off en janvier... ils pourront pas se permettre de laisser 500 yards à l'adversaire sur chaque match. Enfin, et attention, même pour les playoffs, parce qu'ils sont à 5-1, mais ils sont dans une division tellement forte. Ouais, mais je vois pas, vu comment est la NFC Nord, la NFC Est, je vois pas comment ils sont pas dans les 7, sincèrement. Après, voilà, le truc, c'est qu'ils peuvent passer à 3 de la NFC Ouest dans les playoffs, mais... Je vois pas comment ça leur échappe, sincèrement. Même au pire, la 7ème place, enfin, qui à l'heure actuelle... Ouais, mais du coup, tu vois, clairement, après, le truc, c'est ça, c'est qu'en playoff, ce sera hyper compliqué. Après, parce oui. que... si t'en prends 500 par... ouais. Bah, c'est ça, parce que du coup, si t'es tête de série numéro 7, ça veut dire que t'as quand même 3 matchs à gagner avant d'aller au Super Bowl. T'en gagnes pas 4 en prenant 450 yards par match. Hein. Non, j'y crois pas non plus, mais bon. Voilà, faut qu'ils trouvent une solution, et je pense que la trade deadline doit leur servir à ça. Hein. Essayer de trouver un pass rusher dans une équipe un peu désespérée, qui joue plus rien... Et on rappelle la trade deadline le 3 novembre, même jour que l'élection présidentielle américaine. Donc peut-être un nouveau pass rusher ou un nouveau président, on ne sait pas. Il faut choisir. C'est ça, voilà. On ne sait pas comment ça va se passer ce jour-là. On fait une petite pause et on enchaîne avec les autres matchs.
actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on remercie chaleureusement Kickban qui nous a envoyé ces sons. Ils arrivent à enregistrer même dans ces périodes difficiles où ça doit pas être facile de se voir. On remercie Kickban pour ces sons qui nous ont été envoyés pour faire des jingles libres de droit. Merci à eux parce que c'est de la musique qui est nulle part ailleurs. C'est de l'exclusivité. Donc merci, énorme merci à Damien notamment qui m'a envoyé ça ce matin. Raphaël, Raiders 20, Buccaneers 45. Une grosse démonstration des Buccaneers. Alors on les avait déjà mis à l'honneur la semaine dernière. Donc on s'est dit bon on va pas faire des unes sur les Buccaneers toutes les semaines quand même. Mais ils auraient clairement eu la place dans les affiches de la semaine sinon parce que t'as un 33 sur 45, 369 yards, 4 touchdowns, aucune interception pour Tom Brady qui n'a aussi aucun point noir, aucun bouton, il est immaculé, il est super, même à 43 ans il est fort, il est beau. Une défense toujours aussi solide, 3 sacs pour Devin White. Ces Buccaneers commencent à faire peur et ils ont surtout l'air d'être la meilleure équipe en NFC. Oui, eux, ils commencent à faire peur parce qu'ils se rapprochent très rapidement de la meilleure hypothèse, de l'hypothèse la plus optimiste qu'on avait pour eux lors de l'intersaison. C'était l'idée que la défense step up avec notamment ce backfield défensif très jeune qui progresse, la ligne offensive qui progresse avec le rookie drafté en poste de tackle et surtout un Tom Brady qui trouve l'osmose avec toutes ses nouvelles cibles, qui trouve l'harmonie avec son nouveau coach, son nouveau coordinateur offensif. Et force est de constater qu'après cette semaine, on se rapproche de ça. Enfin, tout commence à bien matcher ensemble du côté de Tampa Bay. Donc non, c'est très fort. Alors à l'heure actuelle, tu as raison, c'est probablement l'équipe qui semble la plus complète en NFC, qui fait le plus peur en NFC. On reste sur NFC, on va pas plus loin. Alors peut-être qu'il... Moi j'ai du mal à enlever les Chiefs de la première place, clairement. On est d'accord. On va dire qu'ils sont 2 sur notre power ranking personnel là. Top 4, ouais. Je sais pas, oui, top 3 même. Je vais finir en top 2, mais oui, ça match. Pour moi, ça match avec les Steelers à l'heure actuelle, ouais. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il y a match avec les Steelers, ouais, top 3, on va dire, quoi. Ouais, top 3. Mais vas-y. Non, si on veut avoir un petit bémol sur eux, et peut-être tant mieux pour leurs adversaires, parce que ça prouve qu'il y a encore de l'espoir, je trouve malgré tout que le jeu au sol est pas encore... oui, Ronald Jones a fait quelques belles sorties, mais c'est pas encore un jeu au sol dominant qui est capable de s'imposer sur chacun des matchs. Contrairement à mon avis à d'autres équipes qui sont capables d'imposer leur jeu au sol quand elles le souhaitent. Là, je pense que Tampa, c'est plus suivant le match-up, ils sont capables de l'imposer, mais ils sont pas encore en capacité de le faire tout le temps. Et donc ça, à un moment un peu plus compliqué dans l'année, ça pourrait finir par être embêtant. Mais c'est vraiment si on veut être tatillon, parce que... Oui, et puis après, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est un meilleur scénario au sens où pendant les premières semaines, je me rappelle, on disait, bon, bah, voilà, la taxe road, la défense est bien, la taxe road, etc. Bon, moi, je m'attendais même pas qu'au bout de cette semaine, tu vois, ce soit déjà aussi impressionnant. Et d'ailleurs, peut-être que ça retombera un petit peu et qu'il y aura à nouveau des petits réglages à faire dans les semaines à venir. Mais oui, on a eu un aperçu, en tout cas, de ce que ça peut faire de mieux. Et c'est déjà une prouesse quand même. Avec une intersaison écourtée, avec un quarterback de 43 piges qui vient d'arriver, enfin, c'est déjà impressionnant en soi. Brady, il a un arsenal quand même assez impressionnant. On nous a dit Mike Evans, Chris Godwin, je les mélange. Et puis là, au final, le meilleur receveur, c'est Scotty Miller avec 109 yards. Ouais. Donc il y a aussi ce mec-là. Il y a Antonio Brown qui arrive. Alors, c'est une des intrigues. Tu vois, en temps normal, je te dirais toujours, on n'a jamais assez de talent. Mais forcément, quand tu vois ce match-là où tout s'est bien passé, bah, il est permis de dire est-ce que c'est vraiment le moment d'amener un Antonio Brown dans le truc, quoi. Oui, c'est effectivement, vu les dernières sorties, on va dire, d'Antonio Brown dans ses différentes équipes, on peut se poser la question, est-ce que ça valait vraiment le coup d'amener un caractère pareil dans ce vestiaire-là où tout est en train de bien se passer. Après, je sais pas, Brady a l'air de le kiffer. Hein. Oui. Bon, après, voilà, et c'est eux qui voient Antonio Brown, qui ont parlé avec lui, donc peut-être qu'ils le sentent bien.
Peut-être En- que en ça, fait- c'est pour essayer peut-être de compenser un peu un Mike Evans qui a du mal à trouver pour le coup son entente avec Tom Brady. Hein. C'est vrai, c'est c'est- vrai. Et Bon. Godwin l'avait plus pour le coup, alors il se casse Ouais. l'index sur ce match, mais il a 9 réceptions, Scotty Miller en a 6. Après, en fait, j'aurais plus compris Brown si justement Mike Evans peinait et que ça avait du mal vraiment dans l'ensemble, etc. Sauf que bon, Godwin ça va, Gronkowski ça va mieux, il faut le mentionner quand même, un touchdown du Gronk. Ouais. Fournette capte 6 ballons, Cameron Brate en a un, il y a quand même pas mal de monde quoi. Donc bon, après, t'as jamais trop de talent non plus, c'est la NFL. Ouais, mais bon, t'as cette situation avec Mike Evans qui, de mémoire, a une réception sur les 2 ou 3 derniers matchs. Là, il en a eu 2. Là, il est à 2 37 yards. Tu vois, est-ce que... je sais pas. Je suis peut-être... j'allais dire complotiste, c'est pas le terme, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare autour de Mike Evans Tu crois? Je pense. Enfin, il a 27 ans et tout quand même. Tu vas pas bazarder un mec dans ses meilleures années. T'as Chris Godwin hein, à l'heure actuelle. Ouais. Bon, en tout Je cas, sais oui, pas. il a été ciblé que 2 fois contre les Raiders et il a été ciblé que 2 fois la semaine d'avant contre les Packers avec une seule réception. C'est pas beaucoup pour un joueur de ce calibre. C'est clairement pas beaucoup. C'est en baisse surtout parce qu'il avait été ciblé 9 fois contre les Bears, 8 fois contre les Chargers, 4 fois contre les Broncos, 10 fois contre les Panthers et 4 fois en ouverture contre les Saints. Donc, ouais. Mais oui, après, il est vraiment sur des bases qui sont pas très très élevées. Il a que 2 matchs à plus de 100 yards hein, depuis ça. Mais il a même que 2 matchs à plus de 41 yards parce que tous les autres, il est en dessous de 41 yards. C'est donc, ça. Bon, on verra. Bon, après, voilà. Mais bon, après, encore une fois, si le mec a vraiment, puisque bon, tout le monde loue ses qualités, sa rédemption, etc., peut-être, hein, moi, tant mieux pour lui si c'est le cas. Voilà, si ça se passe bien, sportivement, évidemment, ça peut être un plus. Un mot quand même pour les pauvres Raiders qui n'ont pas été vernis. Ils ont eu une semaine totalement perturbée par la Covid. Leur ligne entière était sur la liste Covid. J'avoue que moi je pensais vraiment que apparemment d'ailleurs John Gruden n'était pas très content que le match ait lieu parce que quand tu récupères ta ligne la veille du match, quoi, grosso modo, tu t'es entraîné sans ligne pendant toute la semaine. Oui. Face aux Buccaneers, qui est en plus un pass rush plutôt costaud. Là, c'est quand même compliqué, quoi. Ah oui, non, mais c'était compliqué pour... de base, les Raiders ont moins de talent dans leur équipe, donc ça s'annonçait compliqué. Là, tu as ce contexte-là, Covid, qui se rajoute, qui les aide assurément pas avec la ligne offensive totalement perturbée. Donc clairement, c'est tout allé pour que ça se passe pas bien. Et puis, de toute manière, je pense que ces Raiders-là, à l'heure actuelle, ont pas ce qu'il faut pour gêner une équipe comme Tampa Bay, c'est-à-dire ils n'ont pas de pass rush. C'est une des 5 plus mauvaises équipes de la ligue en termes de pass rush, que 7 sacs depuis le début de la saison. Ils gagnent, ils arrivent à mettre la pression sur un peu plus de 30% des snaps, mais ça fait partie des pires équipes de la ligue à ce niveau-là. Donc, à l'heure actuelle, tu peux pas battre Tampa Bay si tu mets pas la pression sur Tom Brady. Donc, de toute manière, je pense qu'ils avaient pas le matos, malheureusement pour eux, et ça va être une sorte de leur plafond de verre un peu toute la saison à ces Raiders, je pense. Patriots 6, 49ers 33. Les Patriots sont bien redevenus une équipe comme les autres et c'est très étrange à voir. Les 49ers sont arrivés avec leur plan de jeu habituel et ils ont marché sur New England. Question d'abord parce que c'est forcément le débat qui a fait rage. J'étais étonné d'ailleurs, nombre incroyable de commentaires. Les Patriots qui gagnent ou pas, ça fait recette. Hein. Est-ce qu'ils seraient meilleurs avec Tom Brady qu'avec Cam Newton ? Je suis pas bien persuadé. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle meilleur. Oui, je pense que Tom Brady perdrait un peu moins de ballons que Cam Newton parce que Brady a toujours été plus précautionneux avec le ballon, on va dire, que Newton. Donc voilà, je pense qu'il perdrait moins de ballons. Donc peut-être le fait de perdre moins de ballons, ils auraient gagné un match de plus. Mais je pense sur le ratio victoire-défaite, on ne serait pas très différent parce que Cam Newton n'est pas bon du tout, clairement, depuis 3 matchs. Ça, c'est une évidence, il n'y a pas vraiment de débat. Mais il n'y a rien pour l'aider autour actuellement. La ligne offensive a des blessés, elle est en difficulté. Il n'y a pas de jeu au sol. Les receveurs, c'est quand même le néant. Edelman est en difficulté. Et en dehors de Julian Edelman, il n'y a personne. C'est ça. Donc je pense que là, pour le coup, sur le Tom Brady à l'heure actuelle, dans ce contexte-là, je ne pense pas qu'il ferait beaucoup mieux. Et donc bon. Oui, non, mais moi, c'est vraiment... je trouve que concentrer le débat sur Newton ou Brady est parti, ou Newton est revenu, etc., c'est vraiment, pour moi, se tromper de
Enfin là pour le coup c'est si t'as une énorme fuite d'eau et que tu regardes juste la flaque d'eau dans laquelle t'as les pieds en criant et que tu regardes pas d'où vient la fuite quoi, parce que dans les faits évidemment Newton est pas bon sur ce match, mais la ligne est en chantier, notamment parce qu'il y a des blessures. Le groupe de receveurs, tu l'as dit, c'est le pire de la NFL. Julian Edelman a 35 piges maintenant, hein. Oui, Donc non, même lui en plus et pas voilà. La défense à la course pour le coup était à la ramasse. Donc les problèmes vont bien au-delà du quarterback. Sur ce match, ils autorisent 450 yards en défense, dont quasiment 200 au sol. Les Niners n'ont punté qu'une seule fois et ils ont eu le ballon 38 minutes. Oui. Donc Tom Brady ou pas Tom Brady, là pour le coup c'est une victoire de coaching pour moi. C'est-à-dire que Bill Belichick, à une époque, son truc c'était d'enlever à l'adversaire ce qu'il faisait de mieux. Je dis pas qu'il pourra pas le refaire la semaine prochaine, hein, attention, ça reste Bill Belichick. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce match-là, Kyle Shanahan est arrivé. Et Kyle Shanahan, il arrive, on sait ce qu'il va faire. Il veut courir. Et il a réussi à le faire, et il a réussi à le faire bien, et il a réussi à imposer son plan de jeu. Donc c'est pas déshonorant, hein, ça arrive même à Bill Belichick de perdre un match sur le coaching, mais je pense que ça s'est plus joué là-dessus que sur Cam Newton ou sur un autre. Hein. Ouais, je te rejoins. Ça se joue en partie sur le coaching et l'incapacité à contrer le plan de Shanahan. Le seul truc qui a à peu près marché, je trouve, c'est d'avoir mis Stephen Gilmore sur Kittle. Ça a un peu limité le tight end des 49ers, mais voilà, c'est à peu près la seule carte sur laquelle Shanahan a été battu, on va dire. Donc je te rejoins sur le coaching. Après je pense qu'il faut aussi du coup rajouter le coaching offensif, parce que clairement l'attaque ça ne matche pas, il y a un problème dans l'appel des jeux, il y a un problème dans les formations choisies, enfin, donc tu as des problèmes à ce niveau là. Après la défense, là où je serais peut-être un peu plus gentil on va dire, c'est que je pense que malheureusement elle passe aussi 40 minutes sur le terrain parce que l'attaque rend trop rapidement le ballon à chaque fois, et que tu es toujours dans cet équilibre un peu difficile à trouver de plus ta défense va passer de temps sur le terrain, plus elle va s'user, plus elle va... Bon, mais après, de toute façon, quoi qu'il arrive, et comme tu l'as dit, c'est le parallèle, le miroir, on va dire, de ce que tu disais, c'est Belichick a été battu, mais il est battu aussi par un Kyle Shanahan qui prouve semaine après semaine que lui, dessiner des plans de jeu, c'est quand même vraiment son truc, quoi. Je veux dire, le mec a un vrai talent à l'heure actuelle. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de coachs aussi ingénieux que lui offensivement. Enfin, c'est... Et juste pour revenir sur la défense des Patriots, c'est pas du tout ma volonté de l'enterrer, ni d'enterrer Bill Belichick d'ailleurs, c'est que comme tu le dis, le mec il est aussi au bout d'un moment coach, il est pas magicien. Quand je dis il prive l'équipe adverse de sa meilleure arme, le problème c'est que lui en défense il a quand même pas énormément d'armes non plus, ou en tout cas moins qu'avant, donc il utilise Gilmore sur Kittle, ce qui retient en effet une arme conséquente des 49ers, mais il a pas non plus en termes de linebacker ou en ce moment de ligne ou quoi, il a pas le matos pour stopper aussi le jeu au sol, donc il peut pas tout faire. Donc encore une fois, il est aussi dépassé en partie dans le coaching, mais je voulais évidemment aussi dans le matos, c'est-à-dire que les 49ers ont le matos pour faire mieux et déborder cette défense-là à un moment. Ouais, après sur le matos, du coup, c'est aussi un peu de sa faute, vu qu'il c'est le de facto GM, oui, donc c'est vrai. C'est aussi un peu de sa faute. Même s'il ne pouvait pas forcément prévoir la mise en retrait de Hightower, Duron Harmon, tout ça pour... Mais c'est vrai qu'il des frères McCourty, je veux dire, pour... McCourty, il est... non, alors attends, leur safety qui a décidé de pas jouer. Oui. Pardon. Tu me mets un doute. Ouais, j'y arrive plus là. Bon, passons. Mais c'est aussi un peu de sa faute sur l'effectif. Ça fait des années qu'il veut pas, qui joue le malin à sortir du premier tour ou pour chercher des mecs inconnus au troisième. Non, et puis ils ont, c'est quand même une tradition, mais tous les ans ils laissent quand même filer pas mal de joueurs, c'est-à-dire que ce soit Kyle Van Noy ou Trey Flowers ou celui qui est parti aussi à Détroit, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment oui, j'oublie le côté de GM, mais là je parlais vraiment du match en l'occurrence, où clairement oui, le GM Belichick a pas aidé le coach Belichick à avoir le matos pour contrer ces 49ers. Les Niners qui sont à 4 victoires, 3 défaites, dernier de la NFC West quand même avec ce bilan, il faut le dire, qui leur vaudrait un trône incroyable en NFC Est. Ah bah oui. Là ils ont déjà gagné la NFC Est avec ce bilan. Donc eux ils sont vaillants, ils ont un vrai bon coach. Le problème c'est cette division quoi. Ouais, le problème c'est cette division, c'est le calendrier qui arrive, parce que de mémoire sur les 5 prochains matchs, t'as les Bills, les Saints, dur, les Seahawks, ça va être assez costaud à jouer. Alors pour te dire dans l'ordre, c'est Seahawks, Packers, Saints, Rams, Bills. Voilà, donc c'est très compliqué.
J'ai envie de te dire, si ne serait-ce déjà, ils arrivent à en prendre 2 sur ces 4-là, tous les espoirs seront permis d'ici la fin de saison. Si tu sors avec un 0-4, ça va commencer à... Ouais. Faut taper les matchs de division, quoi. Oui. Idéalement, oui. S'il y en a 2 à prendre, c'est la division. Hein, mais... Parce que là, il leur reste à jouer une fois les Rams, qu'ils ont déjà battu une fois. 2 fois les Seahawks. Et une fois les Cards, non ? Et une fois les Cardinals, ouais. Ouais. Et les Cardinals, du coup, ils avaient perdu. C'était en ouverture. Donc ouais, si t'as déjà l'avantage sur les Rams, tu vois, si t'arrives à... Ouais, ça pourrait être... ça va être là-dessus que ça va jouer, mais c'est compliqué. Eux, pour le coup, ils jonglent vraiment habilement et comme ils peuvent avec les blessures, Ouais. mais ils en ont encore, quoi. Là, ils perdent encore Samuel et Wilson. Ouais, c'est très compliqué hein, quand même pour eux cette année en termes de blessures. Puis surtout, du coup, au niveau de leur pass rush, Ouais. c'est là aussi ce qui fait la différence par rapport à l'an dernier. Donc, Shanahan, grâce à sa science du coaching, on va dire, en attaque, parvient pour le moment à combler sur certains matchs, mais... J'ai fait de mon mieux hein, dans le dernier fauteuil. J'ai fait les trades possibles avant la deadline. Je leur ai envoyé des pass rushers dans tous les sens. J'avais des supporters des Niners sur le chat qui me disaient ah oui on prend vas-y. Tout ce que t'envoies on prend. Je leur avais envoyé Odell Beckham mais là c'est trop tard. Et je sais plus. Je crois JJ Watt. Enfin voilà j'avais mis un peu de du JJ Watt il faut le sauver là. Donc Seattle ou San Francisco hein. Faudrait essayer d'aller. Ouais, c'est ça, je pense que... Et oui, d'ailleurs, j'avais dit que j'en avais parlé dans le fauteuil de Seattle, parce que je me disais JJ Watt avec Pete Carroll dans le vestiaire de Seattle. C'est dommage qu'il n'y ait plus Richard Sherman, tu vois, ça aurait été... Là, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit reportage en inside. À mon avis, là, ça se met torse nu et ça se frappe le torse après chaque victoire. Ah ouais, les yeux dans les Seahawks, là j'étais prêt à payer pour le voir. Texans 20, Packers 35, Davante Adams 13 réceptions, 196 yards, 2 touchdowns. Est-ce que je me suis enflammé en disant que c'était peut-être le meilleur receveur de la NFL dans les leçons de la semaine sur le site? Écoute, déjà top 5 et c'est pas infamant. Hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en NFL. Sur une position où il y a autant de talents en plus, hein, parce qu'on le répète peut-être pas assez, mais au poste de receveur, des talents, il y en a quand même beaucoup dans cette ligue. Donc, oui, c'est déjà pas mal top 5, clairement. En ce moment, il est pas mal, ouais. Il y a DeAndre Hopkins, aujourd'hui, est statistiquement le meilleur receveur de la NFL, puisqu'il a 704 yards. De toute façon, je pense que Hopkins, c'est le numéro 1 à l'heure actuelle. Je le vois un aussi, peu devant tout le monde, mais... Je pense aussi. Je sais plus si j'ai dit... Non, je crois que j'ai posé la question seulement dans le papier, j'espère. mais oui, il y a Hopkins. D'ailleurs, le deuxième receveur, tu sais qui est... C'est un de mes chouchous. Qui est le numéro 2 au nombre de yards gagnés à la réception au moment où on se parle? Au moment où on se parle, le numéro 2... Je l'adore depuis qu'il portait un maillot vert et qu'il a changé d'équipe là pendant l'intersaison. C'est un ancien des Jets. Ah, Jamison Crowder? Non. Robbie Anderson. C'est Robbie Oui, Anderson. puisque Crowder est arrivé chez les Jets. Ouais, c'est Robbie Anderson. Robbie Anderson, c'est vrai. Donc Davante Adams en tout cas qui a fait un bon match, victoire des Packers, réaction des Packers. Ils avaient perdu la semaine d'avant assez largement, là ils mènent 21-0 à la mi-temps, aucun ballon perdu, aucun sac encaissé, voilà, c'est sans histoire pour Green Bay, c'est les bons Packers. On l'a déjà dit avec eux, on aura des semaines avec les bons Packers, des semaines avec les mauvais, on va attendre les playoffs pour les juger quasiment. C'est ça. C'est du Rodgers à 4 touchdowns, 0 interception, hein, donc là on est très bien. D'ailleurs en parlant de ça, même eux ils pourraient mettre une option sur JJ Watt, j'ai envie de dire, si tu veux blinder là dans la course au titre, t'as un quarterback old school, il est du Wisconsin, ouais, JJ Watt en plus. C'est vrai, oui, pourquoi pas, parce que les frères Smith, qui ne sont pas frères, hein, mais je vais dire ça, Zadarius et Preston, sont un peu moins tranchants sur le pass rush que l'an dernier, il y a des soucis quand même côté Green Bay là-dessus. Donc effectivement, pourquoi pas essayer de chercher un autre pass rusher comme Watt pour apporter plus de solutions. Non, ça pourrait être un truc intéressant. Galère à Houston, joueur dépité en conférence de presse, que ce soit Watt ou Watson, oh là là, le ton est horrible. Parce que, sincèrement, comme tu dis, pour qu'un mec comme Watt, qui est normalement une sorte d'optimiste de machin, en soit à dire je sais plus quoi faire, c'est quand même... Ils ont pris son âme, là. Je crois Bill O'Brien, il est parti avec. Hein. C'est terrible. Une victoire, 6 défaites, ça va être une très longue saison. Il y a un signe d'espoir, il y a un truc, quelque chose, à part un éventuel transfert pour les sortir de là, je veux dire. Hein, mais, Non, il y a pas grand chose. Moi, le seul truc qui marche à peu près, c'est le jeu aérien avec Watson et ses cibles, qui au final, je trouve que Fuller, Cobbs, Cooks, c'est pas si mauvais que ça. Tu vois, il y a quelques équipes dans la ligue qui ont moins bien que ça. Donc, t'as un jeu aérien qui arrive à matcher sur certaines rencontres, qui arrivent à faire des belles choses, mais c'est beaucoup trop limité, quoi.
Non, mais oui, c'était vraiment un match, encore une fois, à sens unique. On l'a mis dans cet ordre-là parce que c'était les prétendants à la NFC après les Buccaneers notamment. Les Saints 27, Panthers 24. L'histoire de ce match, ce sont les troisièmes tentatives des Saints, 12/14 pour eux. La défense des Panthers qui a jamais réussi à faire la différence. C'est dur pour Carolina qui passe, mais alors littéralement à quelques centimètres de l'égalisation en fin de match sur un field goal de 65 yards. Ça aurait été un record NFL, clairement. Mais qui est trop court. Je sais pas si tu as vu la vidéo de côté. Oui. Il retombe, mais juste oui, devant. Ouais, non, ça se joue à peu de choses. Hein. Impressionnant. C'est une victoire rassurante pour les Saints quand même. Ils gagnent sans Michael Thomas et Emmanuel Sanders. Oui, je trouve sur le jeu aérien, effectivement, c'est un beau match là-dessus. Peut-être même si ça se voit pas forcément au niveau du score, mais c'est peut-être le match où l'attaque aérienne, j'ai trouvé, a été le plus convaincante. Parce que justement, sans ces deux meilleures cibles, t'as un Drew Brees qui trouve des solutions, qui un peu plus dans la verticalité, un Alvin Kamara toujours aussi présent, qui est même plus vraiment un coureur numéro 1, avec une sorte de joueur hybride en permanence, pouvant jouer un peu sur les deux postes presque, j'ai envie de dire. Donc non, offensivement ça a été assez convaincant du côté des Saints, j'ai trouvé. Un peu plus sceptique comme d'habitude sur la couverture aérienne des Saints, mais bon, on le savait un peu avant le début de saison, ça va se jouer là-dessus à ce niveau-là pour eux. Ouais. Kamara il gagne 148 yards dans ce match et tu fais bien de dire que c'est une sorte de joueur en fait un peu hybride. C'est marrant parce que il a pas un seul match à plus de 83 yards au sol cette année pour un coureur. Mais parce qu'il est... Par contre, il a une sortie à 139 yards à la réception, quoi. Donc c'est clairement une sorte d'hybride, mais ça a en effet plutôt bien relancé cette équipe de New Orleans qui devrait retrouver en plus ses armes au fur et à mesure. Donc c'est plutôt pas mal. Ils sont un peu dans la même config que l'an dernier où ils avaient laissé un peu passer l'orage au milieu de saison avec l'absence de Drew Brees. Oui. Donc là, c'est Michael Thomas et tout ça. Et ils devraient pouvoir reprendre leur force au fur et à mesure. En face, bon match de Teddy Bridgewater, 23/28, 254 yards de touchdown, sans l'ombre de l'aide du jeu au sol. C'est vrai, complètement annihilé. Que dalle. Bon, faut renforcer la défense, mais cette attaque du coach Matt Rhule, elle est quand même prometteuse pour la suite sur le principe. Ouais, il y a des trucs intéressants, effectivement, ils arrivent à bien faire, comme on dit, bouger les chaînes. C'est pas des grands jeux, c'est pas dans l'explosivité, mais c'est des petits gains qui marchent. Alors là, ils ont été un peu plus en difficulté parce qu'effectivement, le sol a pas pu aussi apporter ces petits gains parce que t'as un Mike Davis qui est limité à 1,7 yard au sol par portée. Donc forcément, ça a un peu compliqué la donne. Mais comme tu dis, en attaque, c'est pas si mal. Et en défense... J'ai presque même envie de dire qu'en défense, il y a déjà du matos plus ou moins intéressant sur le front seven, mais ce qui fait défaut actuellement vraiment à cette équipe des Panthers, c'est la capacité à convertir leurs actions défensives par des sacs, par des... Pour le moment, c'est... Plusieurs fois, ils arrivent à s'en sortir dans la poche. J'ai plusieurs actions en tête où tu vois que le défenseur arrive à passer son vis-à-vis. Sauf qu'en fait, ils n'arrivent pas à mettre la main sur Drew Brees. Ils n'arrivent pas à faire la petite déviation pour l'interception. Voilà, ils n'arrivent pas à concrétiser en défense. Donc, faut bosser là-dessus. Mais c'est clairement un visage bien plus rassurant pour eux et plus optimiste pour la suite que ce que moi, en tout cas, et même toi, de mémoire, on pouvait avoir en début de saison, quoi. Mais on l'a dit, il manque cette capacité à faire l'action et notamment, donc on le disait sur troisième tentative parce que quand tu laisses un 12 sur 14 c'est compliqué. Après là encore tu l'as dit, il y a des pièces et il y a des blessures. Il manquait notamment grosse matos, justement tu disais qu'il y avait du matos, il n'y avait pas tout le matos, donc il y a quand même des choses qui se mettent en place, mais c'est une année en effet plutôt surprenante pour nous, pas pour Greg, mais plutôt surprenante en bien pour Carolina. Broncos 16, Chiefs 43, c'était le premier match dans la neige cette année, je crois, hein. Il y en avait tout pas à fait. Prestation complète des Chiefs, un touchdown sur un retour de kick-off, une interception retournée pour un touchdown, donc il y a des touchdowns sur les trois phases. Soirée plutôt tranquille, il y a même Le'Veon Bell qui a eu le temps de se montrer un petit peu pour ses débuts, 6 courses, 39 yards. Bon, ça a déroulé du côté de Kansas City. C'est ça a déroulé et c'est d'ailleurs ce qui pour moi, c'est pour ça que je les garde en numéro 1 quand même dans les équipes, dans les forces on va dire en présence dans la ligue, c'est parce que la semaine dernière t'as pas un gros match du jeu aérien, mais c'est le jeu au sol qui permet de remporter la victoire avec un Clyde Edward Ellerts énorme. Cette semaine l'attaque est pas au top, mais tout le reste fonctionne avec une défense qui comme d'hab prend des yards, mais qui a elle pour le coup une capacité à créer des turnovers, à créer des big plays avec Jones, Tyrann Mathieu, tout ça. Donc voilà, moi cette capacité à faire la différence sur toutes les phases de jeu chez les Chiefs à l'heure actuelle, c'est ce qui me semble
le plus impressionnant chez eux. Et chaque semaine, ils trouvent une nouvelle solution pour gagner. Donc bon. C'est vrai que maintenant que tu le dis, tu vois, là on dit en gros c'était un match tranquille, mais ils en plantent 43. Quoi. Ouais, c'est quand même. Donc en effet, c'est peut-être ça qui fait qu'ils sont toujours. Et avec une numéro 1. défense des Broncos qui n'a pas été ridicule sur ce match, qui s'est plutôt bien débrouillé pour essayer de limiter Patrick Mahomes. Donc voilà, c'est. Quand tu vois ça, tu te dis que le jour où ils vont vraiment demander à Mahomes de passer la seconde et ils vont un peu plus insister sur lui, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'équipes que ça qui les suivent. Drew Lock en face, est-ce que c'est l'anti-Derek Carr, Drew Lock ? C'est-à-dire que le mec qui prend trop de risques quand il devrait pas. Tu vois, genre Derek Carr, il veut pas lancer au-delà des 5 yards. Drew Lock, par contre, lui, il y a des mecs à côté de lui, il s'en fout. Il va, quoi. Effectivement, j'ai trouvé que de sa part, c'était un match un peu inquiétant parce que beaucoup de mauvaises décisions prises, comme tu dis, des joueurs ouverts pas trouvés, mais alors pour bombarder. Alors c'est peut-être fun, enfin je pense pas pour les fans des Broncos, c'est peut-être pas si fun à regarder. Pour un observateur neutre, ça peut être un peu plus fun. Mais oui, il a mis son équipe en grande difficulté sur ce match-là. Même l'attaque, parce qu'on a un Melvin Gordon qui continue à faire des fumbles assez régulièrement. Donc c'est pas... C'est brouillon, quoi. C'est inquiétant parce qu'il y a des phases où tu te dis peut-être que, et puis il y a des phases où tu te dis oulala, pas du tout. Ouais, offensivement, c'est très très brouillon. Ouais, c'est... Alors bon, Drew Lock, de mémoire, il revient aussi de blessure. Il a loupé 1 ou 2 matchs avant. Oui. Va falloir voir. J'espère pour eux que les 10 matchs restants vont leur permettre de vraiment tester Drew Lock parce qu'il a encore besoin d'être testé, quoi. Oui, non mais c'est ça. Là, franchement, c'est dur de se faire un avis encore. C'est une saison de transition, clairement. Donc... il faut l'étudier, comme tu dis. Jets 10, Bills 18. Les Jets n'ont pas encaissé le moins de touchdowns, mais ils n'ont pas gagné pour autant. C'était un vilain match. Alors, on va dire un match défensif plutôt, mais un vilain match. 6 field goals pour les Bills. Est-ce que Josh Allen retombe un peu de son nuage ? Oui, depuis 3 semaines, en tout cas, il est en difficulté. Depuis qu'ils ont été forcés d'annuler, qu'il y a eu ce match là, face aux Titans où ils se prennent une grosse raclée et que tout redescend un peu dans leur équipe. Et effectivement, Josh Allen voit son niveau baisser. Je trouve, pour le coup, lui, on voit qu'il retombe dans ses travers au niveau de la précision. Sur les 4 premiers matchs de la saison, il est au-dessus de 70% de passes complétées. Là, il est autour de 63% sur les derniers matchs. Donc vraiment, ça fait la différence de ce côté-là. Et comme, faut le dire, en tout cas les 4 premiers matchs, c'était le jeu aérien des Bills qui portait cette équipe, parce qu'on avait une défense moins bonne que l'an dernier, on n'avait pas vraiment de jeu au sol. Là, l'attaque aérienne est plus en difficulté, du coup, cette équipe est moins prometteuse, et à l'image de Josh Allen, tout simplement, je trouve. Donc, alors, tu vois, je vais me faire un peu l'avocat sur cette fois de Josh Allen, mais bon, il est à 30 sur 43, 307 yards, il est inefficace, il y a un fumble perdu. Mais après, c'est pas l'enfer. Il n'y a pas des bourdes monumentales, il n'y a pas beaucoup de ballons perdus. Et je me dis quand même qu'il y a des types comme Philip Rivers qui lançaient des matchs à 14 interceptions toutes les 6 semaines et qu'on maintenait dans le top 10 tranquillement pendant des années en disant non, c'est un quarterback solide, c'est un franchise quarterback. Donc bon, au final, ils gagnent 400 yards en attaque, ils sont pas efficaces. J'ai envie de dire que ça arrive. Il y a 11 pénalités qui les embêtent aussi, c'est pas discipliné. Mais ils s'en sortent. Donc je sais que c'est en effet un peu le creux pour lui là depuis quelques semaines. Ouais. Mais je vais pas l'enterrer tout de suite, quoi. Non, tant mais qu'il fait pas d'énormes cagades, bon. Non, mais t'as raison. Je l'enterre pas par rapport à ses progrès des 4 premières semaines, mais effectivement, il tombe un peu dans le creux. Après, il est pas aussi mauvais qu'au tout début non plus. Donc, il a clairement, son niveau global a progressé de manière assez flagrante. Donc, tant mieux pour les Bills, mais. Je trouve que là McDermott faut je sais pas si c'est vite, mais en tout cas faut qu'il trouve des solutions, parce qu'on a une équipe des Bills qui commence un peu à stagner par rapport aux progressions qu'on voyait ces dernières saisons. Faut que le jeu aérien reprenne du truc, et surtout en défense la défense m'embête c'est vrai un que c'était peu, quand même la base de la construction, et c'est ça qui commence à partir un peu dans l'autre sens. Bon, à confirmer. Les Jets ont eu une... Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme quand on dit les Chiefs ont eu du moins bien, mais qu'ils en collent quand même 43. Là, on dit ils ont eu une embellie, mais en vrai, ils ont marqué 10 points. Quoi. T'es vraiment gentil avec le terme embellie. Parce voilà, ils menaient 10-6 à la pause. Ensuite, ils n'ont plus rien fait. Parce qu'ils terminent... C'est pareil, embellie, quand tu dis que le match, au total, ils finissent à 190 yards gagnés. Oui, non, mais c'est pour ça, le terme embellie me paraît même pas particulièrement adéquat. Ça reste ultra limité. Ouais, c'est les Jets qu'on voit depuis le début de la saison. Tout est limité. La ligne offensive, j'en parle même pas. C'est vraiment une catastrophe absolue. Bon, voilà.
Ce sera toute l'étendue de. Ouais, On va s'arrêter là-dessus pour l'analyse des Jets. Bon, voilà, ça me semble pas mal, ça résume leur saison. Non, mais... Bengals 37, Bengals 34, Browns 37. 5 touchdowns pour Baker Mayfield. Il a commencé le match à 0/5, une interception et blessure d'Odell Beckham d'ailleurs sur l'interception. Derrière, il a pris feu, 21 passes complétées de suite, un des matchs les plus fun de la semaine, peut-être même d'ailleurs à regarder, un des plus fun, voire le plus fun, voire de la saison. Entre Mayfield et Joe Burrow, il y a les deux personnages qui jouent aussi d'ailleurs dans le côté fun. Toujours impressionnant Joe Burrow pour sa première saison. On va peut-être commencer d'ailleurs par Cincinnati. J'ai l'impression de me répéter en fait. Ils ont leur quarterback du futur, tout le reste est à reconstruire. Oui, globalement c'est ça. Pour Cincinnati, malheureusement, et leurs fans, on va un peu se répéter toute la saison, mais les défauts de cette équipe sont les mêmes depuis le début de la saison, notamment en défense. Une défense qui est vraiment très très mauvaise et qui a du mal, et qui en plus a des choix de coaching un peu étranges, parce qu'elle fait très peu jouer Carlos Dunlap, notamment, alors que je pense que le vétéran on a un peu plus sous la semelle que... Ouais, mais alors lui, il y a conflit. Oui, non mais voilà, mais c'est pour ça qu'en termes de coaching, je pense qu'en défense, il y a quelques... Tiens, en parlant de pass rusher disponible pour les équipes prétendantes au titre. Ah bah oui, clairement, c'est le genre de type sur lequel j'irais. Donc voilà, t'as une défense qui est trop limitée, qui doit ou qui veut virer ses vétérans, enfin qui est en reconstruction totale. Et puis comme tu dis, Burrow, là où je le trouve vraiment très très bon, c'est il a une certaine aisance dans la poche, il est très très précis sur les lancers intermédiaires entre 10 et 20 yards, il donne du rythme à cette attaque. Clairement, on sent que Cincinnati a fait un choix vraiment prometteur pour la suite à ce niveau-là. Il a 406 yards, 3 touchdowns d'une interception, et clairement c'est le genre de match que tu pourrais gagner avec une défense, par exemple. Oui, si tu as une défense dans ton équipe, c'est le genre de match qui se gagne. Les Browns ont-ils besoin d'Odell Beckham ? Alors j'avais posé la question sur mes notes avant de savoir qu'il était blessé pour le reste de la saison, donc on va être fixé. Voilà. Mais il est sorti sur blessure, et derrière Rashard Higgins cumule 110 yards, Harrison Bryant marque 2 touchdowns, Donovan Peoples-Jones en marque 1. Bah écoute, c'est plutôt pas mal en fait cette attaque de Cleveland, même sans Odell Beckham. Ouais, non mais écoute, c'est possible qu'on soit dans ce genre de contexte où des fois une trop grosse star limite et plafonne un peu le jeu de son équipe, parce que Mayfield a tendance à trop regarder Beckham, à trop le chercher, et à du coup faire des mauvais choix, mal lire le terrain alors qu'il a d'autres partenaires disponibles. Donc peut-être que c'est peut-être effectivement offensivement un mal pour un bien du côté de Cleveland. Il va falloir le confirmer dans les semaines à venir, parce que là, encore une fois, ils battent une faible défense. On va voir l'absence d'Odell Beckham, ce qui pèse face à la défense des Steelers ou des Ravens. Ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué à gérer. Bien qu'au final, l'entente Mayfield-Beckham a jamais non plus été extraordinaire. C'est ça. Et tu vois, est-ce qu'au final, ça peut arriver, il n'y a pas eu de connexion, parfois c'était forcé. Et là, le mec a distribué, alors comme tu dis, c'était face à pas grand-chose. Mais voilà, moi j'ai un truc, j'ai toujours un peu de mal encore une fois avec les gens qui tombent sur Baker Mayfield. Alors si je comprends bien, le personnage plaît pas toujours, même à la fac il était un peu turbulent machin. Bon, le mec est à 2 ans et demi de carrière, je comprends pas ce qu'on attend de lui et qu'il fasse de plus dans une franchise aussi structurellement bordélique que Cleveland. Je trouve que c'est correct, évidemment qu'il a régressé l'an dernier, mais enfin, voilà, je sais pas, j'ai des gens qui m'ont défendu Mitchell Trubisky et Blake Bortles pendant des années, et je trouve personne pour défendre Baker Mayfield. Alors je suis franchement étonné, parce qu'il a quand même un Bortles dans chaque orteil, quoi. Donc voilà. Ouais. Mais voilà, ce match, il faut quand même lui donner, quoi. Il fait un super match à la fin, c'est incroyable, quoi. Donc, moi, je pense que c'est son meilleur match en carrière. Je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est en NFL. Donc, clairement, espérons que ce soit la rampe de lancement attendue par les Browns et le déclic pour Mayfield. Vas-y. Ouais. Non, mais t'as raison. Puis t'as raison de rappeler qu'il en est qu'à 2 ans et demi. Il y a peut-être un moment. Mais tu sais, je me demande des fois, parce qu'on est quand même dans une ère de l'instant, des réseaux sociaux, de machin et tout. T'imagines ce qu'aurait pris Peyton Manning la première année où il a lancé plus de d'interceptions que de touchdowns? Ah bah sans doute, ouais. Si on remet le contexte, ouais, ça serait. Aujourd'hui, il se ferait déglinguer, quoi. Alors que le type est devenu un des meilleurs quarterbacks de l'histoire. Voilà, je dis ça. Rams 24, Bears 10, c'était le match dans la nuit de lundi à mardi. Un match dans une configuration habituelle aussi pour les Bears, c'est-à-dire une défense qui a fait ce qu'elle a pu, et d'ailleurs la défense a marqué plus de points que l'attaque, puisque sur les 10 points des Bears, il y en a 7 qui sont pour un retour de fumble d'Eddie Jackson. Donc la défense a fait le taf, l'attaque pas du tout. Du côté des Rams, très bonne défense aussi d'ailleurs. Est-ce que les Rams sont maintenant plus une équipe défensive qu'offensive, en tout cas cette année ? Bah, en tout cas, cette année, ils ont fait plus de prestations défensives intéressantes qu'offensives, parce que
Donc je sais pas s'ils le sont encore devenus, mais effectivement, et leur force cette année est plutôt en défense. McVay est un peu décevant, je trouve, sur l'attaque et la conduite de cette attaque. Donc comme tu dis, à ce niveau-là, après... Alors, décevant, je sais pas, mais irrégulier en tout cas. Oui, ouais, t'as raison, c'est peut-être le terme le plus approprié. Bon, après là, ils font pas un match non plus déshonorant face à une très grosse défense, hein, je veux dire. Non. Ah, bah, c'est pour ça que je dis ça, 161 yards au sol, bon, il avait axé là-dessus. Il me rappelle un peu, en fait, les Niners avec Garoppolo. Tu vois, avec Goff, il y a ce côté mettre à l'aise le quarterback, parce que tu sais que, voilà, c'est pas lui qui va aller tout chercher tout seul, quoi. Ah, non, effectivement, après, je trouve ça un peu dommage, parce que, à mon avis, c'est une équipe qui a assez de cibles pour faire plus que ça en attaque, enfin plus que juste gérer. Je pense que Kupp, Woods, Higbee, je pense que tu peux faire quand même un peu mieux en termes d'attaque aérienne, mais bon, voilà, Goff, on verra la suite. Hein. Voilà. 2 interceptions pour les Bears, pour Nick Foles. Est-ce qu'on résume cette attaque de Chicago à cette déclaration un peu étrange de Nick Foles? Alors, évidemment, il a rétro-pédalé, puisqu'on rétro-pédale toujours dans ces Bien cas-là. sûr. C'est une incompréhension, le mec a pas compris ce que je voulais dire, etc. Mais il aurait dit à ESPN, c'est ce que dit le journaliste d'ESPN, dans la préparation, puisque si vous le savez pas d'ailleurs, hein, pour les Monday Night, les gros matchs comme ça, il y a des réunions de préparation. Les chaînes font une réunion où il y a souvent un coach, le quarterback qui viennent, ils discutent un peu avec les commentateurs pour savoir un peu comment ils se sentent, ce qu'ils ont préparé, etc. Pendant cette réunion, Nick Foles aurait dit donc à Brian Greasy, le consultant d'ESPN, en fait, Matt Nagy, pardon, pas Adam Gaze, des formations. Matt Nagy, quand il appelle des jeux, des fois, moi je reçois l'appel de jeu et je me dis, non, je vais pas avoir le temps de faire ça, et il comprend pas très bien combien de temps j'ai sur le terrain pour lancer le ballon. Et c'est assez révélateur au final d'un truc qu'on soupçonnait, c'est-à-dire que Matt Nagy, génie offensif, on le voit pas, ça fait longtemps qu'on le voit pas de toute façon. Ouais, non, mais comme tu dis, je trouve que c'est une déclaration assez inquiétante, et c'est peut-être, c'est presque le truc à retenir du match, hein, à quelque part, parce que c'est un peu la confirmation que cette attaque de Chicago, elle a du mal, peut-être un peu à cause des joueurs sur le terrain, mais aussi sans doute beaucoup à cause du coaching. Maintenant, quelle solution t'as à ça? Oui, là, non, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Donc, soit Nagy l'entend, change un peu son playbook, ou laisse Foles un peu plus par exemple, une attaque un peu plus de no-huddle, et avec un Foles qui serait un peu plus maître à la manœuvre, pourquoi pas? Après tout, ils n'ont pas grand-chose à perdre en attaque, hein, je vais te dire. C'est vrai. Bon, après, ils sont toujours à 5-2, hein, quand même. Ça reste une équipe avec un très très bon bilan, mais ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire une équipe avec une bonne défense et une attaque limitée. Ça pourrait leur poser problème dans les semaines à venir. Falcons 22, Lions 23, c'est le fail de la semaine, il est encore évidemment pour les Falcons. Ils avaient l'occasion de manger le chrono et de marquer un field goal facile pour gagner, mais Todd Gurley n'a pas réussi à s'arrêter. Alors oui, ça peut paraître surprenant comme ça. Il marque, ça rend le ballon aux Lions avec 1 minute à jouer et 100 temps mort, et tu penses bien que la défense allait les arrêter. Eh ben non, ils allaient pas les arrêter. Superbe remontée de Matt Stafford et son équipe, touchdown de T.J. Hawkinson à la dernière seconde. Bon, on va dire quand même que les Falcons, ils sont nuls, mais ils sont drôles. C'est déjà une énorme qualité. C'est une énorme qualité, parce qu'il y a des équipes nulles qui ne sont même pas drôles, donc au moins eux, ils ont le mérite de nous surprendre semaine après semaine. Après, non, mais bon, cette défaite, c'est vraiment à l'image de tout le problème qu'il y a dans le staff. Moi, je comprends pas très bien ce qu'ils ont voulu faire sur ce drive, les Falcons. Est-ce qu'ils voulaient marquer un touchdown ou pas? Est-ce qu'ils voulaient marquer ils ont tous dit qu'ils voulaient pas marquer, hein. Oui, mais dans ce cas-là, tu vois, c'est pareil. À la limite, si tu veux vraiment pas marquer un touchdown, n'appelle pas une course. Bah oui, mets le genou au sol. Mets le genou au sol, tu recules d'1 yard, ton kicker est à 31 yards et t'y vas. Donc, moi, j'en veux même pas hurler, parce qu'en plus, avec la vitesse à laquelle il arrive, la force physique, tout ça, c'est pas non plus évident de. Mais d'autant qu'il a cassé un plaquage, donc t'as vraiment un élan, tu vois, c'est dur de t'arrêter, quoi. Donc, de toute manière, il y a sa défense qui pouvait bosser, essayer d'arrêter Stafford, hein, quand même. La défense avait le droit de faire quelque chose. Clairement. Et puis le coaching a fait pas le bon choix, à mon avis. Donc, voilà, la défaite. À ce niveau-là, c'est quand même dramatique côté Atlanta. Enfin, Parce que clairement, il faut rappeler, on se moque de Gurley, c'était l'image du match, etc. Mais la défense a 1 minute 04 à tenir, ils doivent le limiter. Même pas un field goal ne gagne pas, donc le mec faut qu'il marque un touchdown. Donc t'as 1 minute 04 à les limiter, ils ont pas de temps mort et tu le prends quand même. Donc, ouais, tu vois, il y a un moment.
Stafford reste quand même incroyable sur les fins de match. Moi, c'est un joueur que j'adore depuis Tipeee sur ce genre de situation-là. Il arrive quand même à faire des choses. Ouais, oui, non, mais Stafford, il a quand même cette qualité. Et d'ailleurs, je trouve que les Lions lui donnent pas assez de responsabilité. Et quand j'entends par responsabilité, je trouve un peu à l'image des derniers drives souvent qu'il fait où il arrive à remonter le terrain. Les Lions jouent pas assez en no-huddle, jouent pas assez avec un Stafford qui essaye d'imposer du rythme. Trop souvent, Darrell Bevell appelle des... Enfin, ils prennent trop souvent leur temps et je pense que ça ferait du bien à cette équipe-là en attaque à Stafford de lui donner plus la responsabilité de jouer up-tempo. Et sincèrement, parce que presque sans réfléchir, j'ai envie de dire, je trouve que c'est presque un quarterback qui est à la Brett Favre, très instinctif en fait. Très, Ouais, il est spectaculaire, c'est vraiment un quarterback cool, quoi, donc, avoir joué avec du feeling, comme tu dis. Enfin, moi, je serais... mais de toute façon, il y a des coachs comme ça où tu te dis, il vaudrait mieux qu'ils laissent les clés au quarterback des fois, de toute façon. Ils sont à 3-3 au bilan, est-ce qu'ils ont une chance dans la course au playoff? J'avoue que j'ai du mal à y croire. Ça me semble un poil compliqué. Si jamais c'était place en playoff, ça serait la 7ème. Hein. Je vois pas mieux. Puis ça reste quand même un jeu au sol limité, ça reste une défense limitée, ça reste oui, il y a beaucoup de choses aussi limitées. des âneries qui attendent. Enfin, tu vois, les deux équipes étaient un peu jumelles dans ce match pour le coup, pour l'avoir suivi. Elles sont si serrées parce que les deux ont du mal au sol, les deux ont du mal en défense. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Chargers 39, Jaguars 29. La première victoire de Justin Herbert. Et là, c'était décousu parce que c'était les Chargers, ça reste. Mais Justin Herbert, il arrive à rester calme malgré tout le bordel, ce qui est une qualité du côté des Chargers. Il faut savoir rester calme malgré le chantier. 347 yards et 3 touchdowns pour Herbert, un touchdown au sol en plus. Il continue d'impressionner quand même. Ouais, il continue d'impressionner parce qu'il a cette capacité à aller chercher des gros jeux, des gros gains comme ça, à varier en plus ses receveurs. Sans avoir une ligne offensive extraordinaire, sans avoir des coureurs non plus de très haut niveau, parce qu'un Austin Ekeler manque beaucoup par exemple à cette attaque, donc vraiment il fait avancer cette équipe. Ça serait bien qu'il soit aussi un peu aidé par sa défense, parce que je trouve que la victoire est là, donc tant mieux, c'est bien pour lui, pour le mental, mais normalement, vu ce qu'on voit des Jaguars depuis 6 semaines, les Chargers auraient dû s'imposer un peu plus que ça, à mon sens. Ouais, bah les Jaguars, oui, en effet, continuent de perdre et continuent de prendre des points, d'avoir un Gardner Minshew irrégulier. Ils ont été agressifs. Ils ont tenté 4 fois des 4e tentatives, 3 conversions à 2 points. Donc là, on sent que Doug Marrone, il est passé en mode survie. Hein. Là, il garde plus rien sous le pied. Hein. C'est maintenant ou jamais. Bon, il n'y a juste pas assez de talent. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Eagles 22, Giants 21, c'était le match du jeudi. Carson Wentz contre le reste du monde, y compris contre sa ligne, tout le monde. Contre lui-même, des fois aussi. Ouais, contre lui-même. Bon, ça passe. 2 touchdowns dans le dernier quart pour sauver la situation, parce que New York menait de 11 points. On est quand même passé à ça d'avoir New York et Washington en tête de la NFC Est. Hein, quand même. Ils menaient de 11 points à 5 minutes de la fin, les New Yorkais. 3 pénalités sur le dernier drive, bon, histoire d'être poli quand même. Un ballon relâché par Evan Engram sur ce qu'aurait pu boucler le match. C'est un match de la NFC Est, quoi. Les Eagles sont la meilleure équipe de ce bourbier, mais c'est un match de la NFC Est. C'est un match de la NFC Est et c'est un match même typique de ces deux équipes depuis cette semaine. Hein. Des Eagles qui font 80% du temps le pire et 20% le meilleur à l'image de ce dernier quart-temps. Je croyais que tu allais dire c'est typique de ces équipes depuis 7 ans. Parce que franchement, dans la NFCS, j'ai l'impression que ça n'a jamais joué régulier et solide. Oui, non, ça se défend aussi. Les Eagles ont fait des saisons un peu plus costauds que celle-là, quand même. Parce que là, c'est très difficile, hein, quand même. Ouais. Mais tu vois, en dehors des 2 années, là, titre et playoff, où des fois il y a même eu des hauts et des bas là-dedans, parce qu'ils avaient atteint les playoffs un peu, justement, avec l'histoire d'Underdog. Il y avait les ouais, mais c'était un peu plus costaud que ça, quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est non, mais oui, globalement. Et puis les Giants, ça, en défense, c'est intéressant, et en attaque, t'as toujours ces pertes de balles, ces bêtises. Bon. Après, moi, je l'ai dit dans le fauteuil, je commence à avoir de la compassion pour Daniel Jones, parce qu'il n'y a rien autour. Non, mais tu vois, il n'y a rien autour de lui. Ouais, c'est pas terrible, ouais, clairement. Ouais. C'était le match du jeudi, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer avec ton top. Eh ben, mon top, ça va être l'action défensive de DK Metcalf, le receveur des Seahawks. Pour l'avoir vu en direct, j'étais franchement, mais alors, je suis presque tombé de ma chaise, quoi. L'action défensive est incroyable. Il repart de la end zone des Cardinals.
Il a quasiment 15 yards de retard sur Buda Baker et il remonte ça en l'espace de 50-60 yards. Enfin, c'est incroyable et je n'arrive pas à comprendre pourquoi autant d'équipes sont passées à côté de DK Metcalf. Là, va falloir m'expliquer ce qui a été fait au niveau des scouts parce qu'il est... Mais c'est vrai que c'était une histoire un peu étrange parce qu'il était attendu très haut dans la draft et puis finalement il est tombé, donc je sais fin pas. de deuxième tour, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un exercice au combine de mémoire qui a été très mauvais de sa part où les gens se sont moqués de lui parce qu'il avait du mal à changer de direction. Sauf que finalement là tout droit il se débrouille bien. Ouais, tout droit c'est largement suffisant et cette action défensive elle est vraiment, mais c'est presque l'action du match. Si les Seahawks le gagnent, c'est moi à un moment en résumant le match j'hésitais presque à le mettre, enfin j'attendais de voir si Seattle le gagnait parce que pour moi c'était presque une action tournant du match parce qu'au lieu d'avoir un pick 6 tu te retrouves avec 0 parce qu'il marque pas derrière. C'est ça, c'était incroyable. Ouais, non, c'était vraiment une action délirante. Ce sprint, il est immense. En plus, il fait 1m91. Ah, mais non, il est immense. C'est un tank. Il est incroyable. Incroyable. C'est un avion de chasse. Je pense que quand t'es Baker, t'es pas serein, quoi. Mais non, mais quelle folie. Quand tu le vois arriver derrière toi, il a dû se dire, oh putain, merde. Oui. Je pense que le mec, il a dû regarder une ou deux fois derrière son épaule en se demandant si c'était réel. Tu sais, le truc qui lui revenait dessus, là. Oh, et du coup, par répercussion, je félicite tous les mecs chaque semaine qui vont au plaquage face à ce type, quoi. Il y a des mecs comme ça. Il y a sur Derrick Henry aussi, parce que je dis ça parce qu'en regardant le match là des Steelers Titans, il y a un des linebackers des Steelers à un moment qui allait plein fer, tu sais, ils étaient juste devant la end zone et les gars il y va genre ouais je suis un bonhomme quoi, tu vois, genre vas-y je démonte Derrick Henry et en fait il sort de la pelouse direct, tu sais, limite en se tenant la poitrine parce qu'il peut plus respirer quoi. Donc il y a des mecs comme ça, ouais, ça doit être l'enfer. Moi c'était un hors terrain, du coup le top c'était Ron Rivera parce que il a suivi sa dernière séance de chimiothérapie lundi, donc le lendemain du match gagné par son équipe, et donc c'est évidemment une très bonne nouvelle, ça a l'air de bien se passer pour lui, il a l'air de s'en sortir et c'est quand même une démonstration de courage assez incroyable. Je pense que tout le monde irait pas au boulot et j'aurais compris, il est millionnaire, il serait pas allé au boulot, il serait soigné, il aurait pas coaché cette saison, je l'aurais tout à fait compris. Il le fait et j'ai envie de dire, il n'y a aucun coach en NFL qui peut se plaindre cette année en le regardant quoi, parce que le mec coach les Redskins, enfin les voilà, Washington, donc il coach une équipe qui a pas de nom, qui est la propriété de Dan Snyder. Ouais, ça c'est et ça surtout parce que voilà, avec un effectif qui est un des pires de la ligue et le mec il a le sourire et il lutte avec le cancer en même temps quoi. Donc, non, ça force le respect clairement. Donc voilà, c'est quand même voilà. C'est une belle image en plus, on l'a mise dans le petit déj du site, je crois que c'était mardi. C'est une belle image, il a été bien accueilli pour sa dernière séance et tout ça, donc voilà, très, très, très souriant. Raphaël, ton flop? Eh ben écoute, mon flop c'est moi-même mais en forme de mea culpa auprès de Dak Prescott, parce que je pense sincèrement que j'ai été trop dur, trop longtemps avec Dak Prescott. Au final, c'est un joueur qui n'entrait que dans sa 5e année. C'est rarement la 5e année. Tous les quarterbacks sont pas non plus en pleine à l'apogée de leur carrière au bout de 5 ans, tu vois. Et dans une franchise qui a pas toujours été très fonctionnelle non plus, faut aussi le dire. Faut quand même. Il y a des trucs. Je pense que c'est quand même de la pression d'être quarterback des Dallas Cowboys. C'est pas être quarterback des Jaguars ou des Titans sans manque de respect pour ces équipes, mais c'est le marché le plus gros, c'est l'équipe la plus Enfin, je pense que ça demande aussi quand même pas mal d'influx nerveux et psychologiques. Et quand tu regardes vraiment dans le détail ses stats avancées, enfin les stats avancées, tout ça sur ce qu'il a fait, et ben il était vraiment au-dessus de la moyenne au final dans la ligue. Je pense que c'était plus qu'un quarterback moyen et je trouve qu'en plus là la catastrophe qui se passe à côté de Dallas, du côté de Dallas montrait que c'était peut-être plus que le quarterback, c'était aussi un peu le ciment de cette attaque. Donc mea culpa, donc voilà. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, je pense. Je préfère toujours tenir au mot. Oui, non mais ça c'est un autre débat, mais tu vois, je trouve qu'on a peut-être été un peu trop dur avec lui trop longtemps, parce qu'au final... Je pourrais me joindre à tes excuses, parce qu'on m'a suffisamment fait remarquer que je m'en prenais à Dak Prescott. Et puis après, tu disais en plus en termes d'influx, enfin je veux dire, quand Jerry Jones débarque dans le vestiaire avec les filles, avec la coke et tout, ça, la concentration, c'est... non, dur, mais il y a moyen de vriller plus rapidement. Il a pas vrillé parce que mentalement sur le terrain, enfin il n'y a jamais eu aucun problème venant de Dak Prescott en termes de leadership, tout ça. Donc je pense qu'on a, clairement, mais à coup pas sur Dak Prescott.
Moi, pour le flop, je vais prendre la défense de Seattle qui va très certainement ruiner une saison exceptionnelle de Russell Wilson. C'est possible. Donc voilà, sauf changement de programme à la date limite des transferts, à mon avis. On se dirige vers ça, donc ce sera mon flop de la semaine. On va terminer là-dessus pour l'épisode 372 du podcast Touchdown Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, Étienne O, Anthony, Panther of Steel, Fiber, Fix, Eukale et Arnaud Doucet, merci à eux. Vous êtes hyper nombreux à donner sur Tipeee ce mois-ci et c'est vraiment génial, on est en train d'exploser les records. On va pas vous cacher, ça fait du bien avec l'actualité du moment et ce qui pourra arriver. On est content de pouvoir mettre un petit peu de côté pour d'éventuelles choses sur le site qui pourraient se passer à l'avenir. On en a parlé dans le fauteuil, mais moi je suis chaud pour une tournée TDA le jour où il y aura plus de Covid et tout ça. Ouais, là. parce que là... Bon là ça commence à se compliquer, mais c'est bien, tu vois, les tips et tout, ça peut nous faire une petite caisse pour prévoir le budget autoroute, C'est essence et tout ça, et se faire une petite tournée un jour, quoi. Ça pourrait être bien ça. Donc voilà, et en tout cas il y a toujours des goodies, donc n'hésitez pas sur Tipeee. En ce moment on est sur du sous-vert, on est sur des porte-clés, les magnettes et les stickers, et du coup tu viens de merde. spoiler. Tu viens de spoiler, mais oui, on a reçu des trucs pour le mois prochain. Au mois de novembre on va lancer des nouveautés. Normalement il devrait y avoir de la petite nouveauté au mois de novembre. Bon, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, on l'a dit, sur les réseaux sociaux vous pouvez y aller, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël. Eh ben merci à toi. Et je le répète, je sais que je l'ai dit en privé, mais tu sais, tu me manques, j'en ai marre, j'en ai tellement marre, je voudrais vous voir, pareil, hein. putain, je voudrais qu'on fasse des émissions en vrai, j'en peux plus, qu'on soit tous séparés. Ouais, bah là, à mon avis, cette année... Oui, cette année, je pense que là, on va vivre une année à distance toute l'année. C'est malheureusement, même Thanksgiving, tu te rends compte ? Ouais, clairement, Thanksgiving, là, ça sent... On va même pas avoir nos pizzas de Thanksgiving tous ensemble. Ouais. Bon, bref, on va pas vous déprimer avec ça. En tout cas, prenez soin de vous, vous aussi. On vous souhaite une très bonne semaine de NFL. On pourra peut-être faire un live en ligne, hein. La technologie nous permet... Oui, on va faire ça. On va s'organiser ça comme pour la draft. Merci à tous, en tout cas, de nous suivre. Merci encore à toi, Raphaël. À très bientôt. À jeudi pour la prochaine émission. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.